voir là, c'est pas directement applicable, en tout cas à la pandémie actuelle. Je dirais deux mots après de en quoi en fait ces travaux-là pourraient aider sur une pandémie telle que celle qu'on vit actuellement. Donc, j'ai commencé à travailler sur la grippe pendant ma thèse avec des épidémiologistes de l'Institut Pierre-Louis à Sorbonne Université, de la faculté de médecine. Donc là, je vais très peu dire de choses sur ce que j'ai fait pendant ma thèse. Ça, en fait, c'était mes travaux de postdoc que j'ai fait en collaboration avec Holger Hudson en Suède. Donc en fait, j'ai poursuivi un petit peu ces travaux voilà, en postdoc. Et donc, le but, c'est, on va le voir, de faire la prédiction d'épidémies de grippe extrêmes, ou en tout cas des épidémies de grippe plus sévères que celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, la grippe, je pense que vous êtes tous au courant que c'est une maladie qui est très contagieuse, qui a une très forte morbidité. Donc, ça veut dire que chaque année, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont atteintes de la grippe. Et il y a une très grande mortalité aussi. Donc, à l'échelle mondiale, par année, ça fait entre 250 000 et 500 000 décès. Et en France, c'est entre 0 et 10 000 par année. Donc, bon, on est en dessous, parce que 10 000, c'est vraiment la fourchette haute. Donc, on est quand même au-dessus, enfin en dessous plutôt par rapport au chiffre du Covid. Mais en tout cas, pour l'instant, on est à peu près dans l'ordre de grandeur. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi on a des épidémies de grippe chaque année en France? C'est parce qu'en fait, les virus de la grippe, ils mutent. En fait, ils ont vraiment un taux de mutation qui est très élevé. Donc, chaque année, ça mute. Et en fait, il y a entre trois. Enfin, en fait, il y a deux souches, mais en gros, il y a quatre virus qui circulent. Donc, il y a le A, l'H1N1, il y a le B, et il y en a deux autres. Et parfois, ils circulent en même temps. Parfois, il y en a un qui est dominant par rapport à l'autre. Et donc, à chaque fois, ça fait différentes épidémies. Et donc, c'est pour ça que chaque année, il faut se revacciner parce que ce n'est pas exactement le même virus. Et donc, évidemment, c'est une vraie problématique pour la planification en santé publique, que ce soit au point de vue des lits dans les... En fait, c'est exactement ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire les lits dans les hôpitaux, le nombre de masques si besoin, éventuellement aussi les traitements au niveau Tamiflu. Et en fait, le vrai problème aussi, c'est au niveau de la vaccination et des campagnes de vaccination, parce que en fait, si suffisamment de personnes dans la population sont vaccinées, l'épidémie n'explose pas. Ce qui revient à dire ici sur le Covid, si suffisamment de personnes sont atteintes du Covid, du coup, ça évitera que ça explose. Donc voilà, le problème sur la grippe, c'est que on ne connaît pas exactement le nombre, enfin, on ne connaît pas le nombre exact de personnes qui sont infectées par la grippe ou le nombre de personnes qui décèdent de la grippe. Donc, pour le nombre de personnes infectées, c'est ce qui se passe aussi sur le Covid, c'est que à chaque fois quelqu'un présente des symptômes qui peuvent ressembler à la grippe, donc ou au Covid, on ne les teste pas à chaque fois. Et donc, pour savoir, il faudrait faire des tests, ce qui coûte évidemment beaucoup trop cher. Et puis même, quand les personnes sont jeunes et en bonne santé, dès qu'elles ont une grippe, elles ne vont pas nécessairement chez le médecin. Donc, le médecin n'est pas nécessairement au courant que tel patient est atteint de la grippe. Donc, on ne connaît pas le nombre de personnes infectées par la grippe. Et le nombre de décès, en fait, c'est que sur les certificats de décès, il y a les causes de mortalité. Et en général, les personnes ne décèdent pas de la grippe, mais d'une conséquence de la grippe. Et donc, sur le certificat, par exemple, c'est marqué pneumonie. Et encore, c'est généralement même une complication d'une pneumonie. Et du coup, en fait, on n'est pas forcément au courant. Ou en tout cas, c'est pas si évident que ça que de récupérer le nombre de décès de la grippe. Donc, en général, le nombre de décès, c'est ce qu'on appelle les excès de mortalité. Et donc, pour cette année, ça va être très compliqué parce que à part le fait, en fait, les deux épidémies sont un petit peu décalées. L'épidémie de grippe s'est passée un petit peu avant l'épidémie du Covid, enfin le début, parce qu'on n'est pas à la fin. Mais du coup, en fait, c'est en excès de mortalité par rapport à ce qui se passe sans virus. Et c'est qu'en général, en France, l'hiver, on a simplement la grippe. Et du coup, là, ça va être plus difficile à savoir.
Donc, en fait, en plus de ça, c'est que exactement, en fait, comme sur le Covid, on peut avoir des symptômes qui ressemblent exactement à la grippe, mais qui ne sont pas forcément dus à un virus de la grippe. Donc, par exemple, donc, les symptômes de la grippe, c'est 39 de fièvre, des douleurs musculaires et des problèmes respiratoires. Bon, ça ressemble étrangement déjà au Covid, ce qui complique encore plus les choses maintenant. Et c'est ce qu'on appelle en anglais les allied pour influenza-like illness, c'est ce qu'on appelle en français les syndromes grippaux. Et donc, ça veut dire en fait qu'on peut présenter les symptômes en fait, d'un syndrome grippal sans que ce soit pour autant le virus de la grippe qui soit responsable. Donc, en gros, ça permet d'avoir une bonne idée du nombre de personnes qui sont infectées en France, enfin ou ailleurs d'ailleurs, sans pour autant être sûr que c'est la grippe, mais c'est un très bon indicateur. Alors, ce que j'appelle incidence, c'est le nombre de nouveaux cas, en fait, c'est par échelle de temps pour un certain nombre de personnes dans la population, mais en gros, c'est le nombre de nouveaux cas. Donc, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Sentinelle en France, donc qui est à la faculté, c'est le laboratoire d'épidémiologie de la faculté des sciences, qui en fait récupère. Donc, en fait, ils ont un réseau de médecins en France. Je crois qu'il y en a à peu près 1500 de médecins généralistes. Et donc, à chaque fois que ces médecins rencontrent un syndrome grippal, ils déclarent sur le système qu'ils ont eu un cas. Et donc, grâce à ça, le réseau Sentinelle peut estimer le nombre de cas en France. Et donc, ils déclarent, donc c'est sur leur site, c'est complètement gratuit et disponible. Ils déclarent donc les taux d'incidence de syndrome RIPO hebdomadaire pour 100 000 en France. Et donc là, j'ai les données entre janvier 1985 et février 2019. Je pourrais avoir les données en plus entre 2019 et 2020, mais en tout cas, là, je me suis arrêtée là. Je vais juste diminuer un tout petit peu parce que voilà, sinon, vous ne voyez pas le bas de la slide. Donc, ça me fait là, en gros, j'ai 35 années, donc j'ai 35 épidémies. J'ai vraiment une épidémie par année. Et donc, le but ici, c'est de prédire l'impact que pourrait avoir une épidémie de grippe extrême ou on va dire exceptionnellement sévère par rapport à ce qu'on a enregistré jusqu'à maintenant. Donc, si je mets le Covid à part et que vous vous souvenez comment c'était l'an dernier, vous pouvez sortir. Il y avait, on entend chaque année les problèmes qui se trouvent dans les hôpitaux avec le nombre de lits, etc., dû à la grippe. Et vous allez voir en fait sur les prochaines slides que finalement, la grippe était déjà pas si catastrophique que ça. Donc on comprend qu'actuellement, ça soit un vrai problème. Donc ça, c'est les données. Donc c'est le taux d'incidence en France entre 1985 et 2019. Donc, si vous comptez le nombre de pics, il y en a 35. Il y en a un par année. Et donc, par exemple, si vous regardez, ça, c'est les 4 dernières années. En effet, si vous regardez par rapport au début, on n'est pas non plus dans des épidémies de grippe catastrophiques. Et on a déjà, le système de santé était déjà en souffrance. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, pourquoi d'un coup, il y a... En tout cas, parce qu'on ne retrouve pas ces grands pics par la suite. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'historique? C'est-à-dire que si on attend encore une cinquantaine d'années, on va de nouveau voir des grands pics comme cela? Ou alors, est-ce que c'est une campagne de vaccination qui s'est produite? C'est pas forcément... Enfin, c'est compliqué de savoir parce que bien qu'il y ait eu en effet des campagnes des campagnes de vaccination, le vaccin sur la grippe n'est quand même pas très efficace, même si je conseille de se vacciner. Il n'est pas très efficace, donc c'est pas dit que c'est un impact aussi marqué sur les épidémies. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, en tout cas, les épidémies explosent un peu moins que ce qu'elles ont pu faire dans le passé. Ça peut être aussi dû au fait que le système se mettait en place et qu'ils ont mis à jour leur système d'estimation d'incidence en France. Alors, je vais juste peut-être vérifier qu'il n'y a pas de questions. En fait, je ne sais pas
comment je peux vérifier qu'il y a des questions? Alors, comme tu nous y invites, je vais poser une petite question. Oui. Tu dis qu'il y a plusieurs virus de la grippe. Ouais, en Et donc, moi, souche. j'ai l'impression que là, il y a éventuellement, parfois, au lieu d'une épidémie, deux épidémies avec éventuellement deux virus différents, non? Parce que, Sur la regardons, grippe, oui, pour la grippe, en 2010, là, par exemple, ou en 2001, ou en 1998, on a l'impression qu'il y a un pic, puis une baisse, puis un nouveau ouais. pic. En fait, ça, Euh, c'est ce dont il parle un peu sur le Covid maintenant, c'est le fait d'avoir deux pics. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est possible, je ne sais pas, en fait, il faudrait que j'aille regarder sur leur site, c'est possible de voir quelles souches ont circulé de virus. En fait, c'est pas vraiment des virus qui sont différents, c'est des souches du virus qui sont différentes. oui, Euh, donc, en fait, le truc, c'est que c'est deux pics, c'est-à-dire que l'épidémie, elle a commencé à redescendre et pour une raison ou pour une autre, elle est remontée. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y avait deux souches qui ont circulé? Je ne pense pas. Comme ça, je dirais plutôt non. Mais en fait, je sais pas trop. Mais ce qui se passe là, c'est ça, c'est que l'épidémie, elle a commencé à redescendre et oui. pour une raison X ou Y, elle est remontée. Mais c'est ce qui peut se passer au moment du déconfinement. C'est-à-dire que, bon, nous, on a plutôt un plateau, là, sur le Covid. Ça peut redescendre, puis ça peut remonter, en fait. OK. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, mais j'ai plus j'avais ma fenêtre avec les Alors, questions. Stéphane Boucheron pose la question, retrouve-t-on une décroissance des grippes dans d'autres pays? Alors, ça y est. Sur quoi? C'est-à-dire. Donc, j'imagine que c'est là, on voit une décroissance du nombre de Ah, malades eh ben, j'ai aux pas les États-Unis. données. J'ai pas les données sur les autres pays. Alors, du coup, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Je vais avoir des données normalement sur les autres pays. Alors, je pourrais regarder. Mais du coup, ouais, c'est une très bonne question. Ça permettrait en fait de vérifier ce qui se passe. Oui. Mais en fait, j'ai pas du tout, ouais, j'ai pas du tout la réponse. En fait. Je sais pas parce que j'ai pas les données en fait sur les autres pays, tout simplement. OK, merci. Ça. Voilà. Donc le but, c'est d'essayer de voir bah, si on pourrait, par exemple, voir des épidémies telles qu'on avait au début, et puis, et ou pire que ce qu'on a vu là, en tout cas. Alors, ce qu'on appelle une épidémie. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il faut quand même définir à un moment donné ce que c'est qu'une épidémie. Euh, Et en fait, il n'y a pas de définition propre de ce que c'est qu'une épidémie, ou en tout cas une semaine épidémique. C'est-à-dire quand est-ce que, alors je parle de semaine parce que j'ai des données hebdomadaires, on pourrait très bien transposer tout ça en jours, en mois, en années. Bon, année, ça serait un peu bizarre. Euh, donc, ce que c'est qu'une semaine épidémique, c'est-à-dire à quel moment on décide qu'une semaine est en phase épidémique. En fait, il n'y a pas de définition propre d'une épidémie, ça dépend du moyen de détection. C'est-à-dire que ça dépend de la façon dont on détecte l'épidémie. Évidemment, en fait, si on regarde là sur le graphe, on voit très bien qu'il y a des pics. Donc, si la méthode de prédiction, enfin, de définition d'une épidémie, elle ne colle pas avec les pics, c'est que quand même il y a un problème. Mais il n'y a pas de définition vraiment précise. Alors, ce que fait le réseau Sentinel, ils appliquent ce qu'on appelle la méthode de surfing. En fait, ils enlèvent toutes les données au-dessus d'un certain seuil. En fait, le seuil, c'est 280 à peu près. Donc, en fait, ils tracent un trait par là et ils enlèvent tout ce qui est au-dessus. Et ils ajustent ce qu'on appelle donc un modèle de régression cyclique. Donc, il y a une tendance et un cosinus et un sinus avec un bruit aléatoire. Et ils ajustent cette ligne bleue qui est là. Donc, en fait, ça représenterait le comportement des syndromes grippaux sans épidémie, c'est-à-dire, enfin, sans grippe. C'est-à-dire que si on n'avait pas de virus de la grippe qui existait, on aurait quand même des syndromes grippaux. Et ça se comporterait selon cette petite ligne bleue qui serait un peu une sorte de baseline. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de syndrome grippaux en hiver qu'en été. Bon, il y en a quand même un petit peu en été, mais voilà. Donc il y a un peu ce côté un peu saisonnier. Et la ligne rouge qui est au-dessus, en fait, c'est l'intervalle de prédiction à 90%. Enfin, c'est la borne supérieure de l'intervalle de confiance de prédiction. Et donc, si on dépasse
cette ligne rouge avec 2 semaines de suite, en fait, on décide qu'on est en période épidémique. Donc, en gros, tout ce qui est au-dessus, les pics ici, tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge, c'est des périodes épidémiques. Et en fait, cette méthode, elle détecte très très bien les périodes épidémiques, sans problème. Donc évidemment, j'ai utilisé cette méthode-là pour détecter les épidémies. Enfin, moi, j'ai récupéré leurs données, plus exactement. Mais donc, le problème ici, c'est pas évidemment de détecter les grippes. Ici, la problématique, c'est les épidémies de grippe extrême. Alors, qu'est-ce que j'entends par extrême? C'est un événement extrême. Ça peut être défini de plusieurs façons, enfin de 2 façons, mais en tout cas, celle que je vais considérer ici, c'est qu'une valeur dépasse un certain seuil relativement élevé. Et donc, voilà. Donc ça, c'est la façon la plus simple de décrire un événement extrême du point de vue univarié. C'est-à-dire que, enfin, univarié. En tout cas, voilà, je me dis que si je suis au-dessus d'un certain seuil relativement élevé, je suis dans une partie extrême. Donc, je pourrais très bien suivre ma ligne ici, fixer un seuil, je dis un peu complètement au pif, hein, je mets 500. Tout ce qui est au-dessus de 500, je décide qu'on est en période extrême. En tout cas, dans une épidémie extrême. Le problème, c'est que ça ne suffit pas parce que, donc je vous rappelle que mes données, donc sur les graphiques, c'est le nombre de nouveaux cas. Donc évidemment, plus l'épidémie elle dure longtemps, même s'il n'y a pas beaucoup d'infectés chaque année, si elle dure chaque semaine, si ça dure suffisamment longtemps, bah, au cumul, je vais avoir quand même beaucoup de personnes infectées. Donc parfois, ce qui est vraiment important, c'est pas simplement un événement extrême, c'est-à-dire c'est pas une semaine qui dépasse un pic, un seuil, mais ça peut être aussi le fait que de manière consécutive, donc plusieurs semaines consécutives, je vais dépasser un certain seuil qui peut être éventuellement un petit peu plus faible que celui qui aurait été pris ici, mais suffisamment élevé pour que si à chaque fois je cumule, bah, au bout d'un moment, en fait, on se retrouve avec un nombre de personnes infectées important et donc un système de santé en souffrance. Donc, d'autres exemples que ceux sur la grippe, ça peut être par exemple quand on prend les canicules. Donc en général, le problème sur les canicules, c'est bon, d'une, le cumul des jours où il fait très chaud, mais le vrai problème, c'est que la température ne descend pas la nuit pendant plusieurs nuits consécutives. Donc c'est d'avoir des températures minimales la nuit qui sont très élevées. Et donc en gros, ça veut dire que le corps ne peut jamais redescendre à une température confortable. Et sur les pluies, ben, c'est un peu la même chose, c'est qu'il peut y avoir un jour avec une pluie diluvienne et complètement torrentielle et ça fait des problèmes, ou ça peut être, bah, comme on a eu à Paris il n'y a pas si longtemps, il pleut finalement un petit peu moins qu'une pluie torrentielle. S'il pleut suffisamment pendant un certain temps, bah, en fait, au bout d'un moment, les nappes phréatiques débordent, la Seine déborde et on est en inondation. Donc, en tout cas ici, je vais regarder les 2 cas. Je vais regarder à la fois le fait qu'une semaine dépasse un seuil très très élevé et le fait que pendant plusieurs semaines, le taux d'incidence dépasse un certain seuil. Et donc, il va y avoir 3 problèmes. Il va y avoir d'une, l'estimation de risque pour les prochaines années. Ça veut dire que je regarde les épidémies jusqu'à maintenant et je me demande est-ce que l'année prochaine, en gros, le pic de l'épidémie va pouvoir dépasser, enfin, quelle est la probabilité que ça dépasse un certain seuil qui va être très élevé. Je vais aussi considérer donc, ce que j'appelle de la prédiction en temps réel. Ça veut dire que je vais considérer par exemple les premières semaines de l'épidémie et je vais me demander ce qui peut se passer dans la suite de l'épidémie. Et ça permet éventuellement, en fait, on va avoir un modèle pour le problème P2 et du coup, ça peut nous permettre éventuellement de faire en fait, de ce qu'on appelle de la détection d'anomalies, et c'est-à-dire en gros détecter quelque chose qui ne se comporte pas selon le modèle. Après, est-ce que c'est que cette chose qui ne se comporte pas selon ce modèle, c'est pas simple d'y répondre et ça peut être beaucoup de choses. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment à nous d'y répondre? Ou en tout cas, ça permet éventuellement d'en discuter avec des épidémiologistes, par exemple.
Alors, peut-être une deuxième petite pause question avant d'attaquer vraiment le cœur du problème. Enfin, on est déjà bien rentré dedans. Mais... Ok. Alors, donc là, j'ai représenté les épidémies en les synchronisant sur leur début. Évidemment, chaque année, l'épidémie ne commence pas au même moment dans l'année, mais donc là, j'ai vraiment synchronisé tout le monde sur leur première semaine. Et ce que vous pouvez voir, donc une par exemple ici qui a un très grand pic, qui monte et qui décroît assez vite. Ici, il y en a une, en fait, alors je ne sais pas très bien d'où elle démarre, elle doit être à peu près par là. Elle est très très lente, en fait, et puis elle finit par faire un pic, mais l'épidémie, elle a commencé 10 semaines avant. Voilà. Donc il y en a d'autres des plus courtes, là, qui s'arrêtent au bout de 5 semaines. Donc en fait, la plus courte, c'est 5 semaines. La plus longue, c'est 16 semaines. Donc 16 semaines, c'est vraiment très long, hein. C'est celle qui est là. En général, voilà, on est plutôt sur 12. Le pic le plus élevé qui est ici, donc on est à 1700, non, quasiment 1800. Et il y a un plus petit pic qui est à 300 à peu près. Donc déjà, vous voyez, il y a quand même des grosses différences. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que l'épidémie la plus longue, c'est évidemment pas celle qui a le pic le plus haut. Donc c'est compliqué en fait, parce que on voit pas du tout. Enfin, les épidémies peuvent avoir vraiment des comportements complètement différents. Et le problème, c'est que quand je vais vouloir faire la prédiction en temps réel, ça veut dire que si j'observe par exemple les premières semaines de cette épidémie-là, celle qui a duré 16 semaines, en fait, là, je vais avoir du mal à prédire ce qui va se passer au bout. Parce que, en fait, là, il ne se passe rien. Donc, du coup, je vais avoir besoin de donner une nouvelle définition, ou en tout cas, une nouvelle façon de considérer les épidémies qui va me permettre de synchroniser et en fait de mieux capturer, en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le pic en fait de l'épidémie. C'est la partie, j'ai envie de mettre des guillemets, extrême de l'épidémie, parce qu'elles ne sont pas toutes extrêmes, de l'épidémie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe en bas là, finalement, tant que ça n'a pas dépassé un certain seuil, l'épidémie, elle ne m'intéresse pas. Donc, en fait, je vais attendre d'avoir atteint un certain seuil. Ça veut dire que je vais attendre de voir qu'il se passe quand même un petit peu quelque chose pour essayer de capturer le pic, en tout cas, de l'épidémie. Donc, j'ai fixé un seuil. Alors, en fait, c'est un quantile des données. Hein, c'est le quantile 88%, donc qui correspond à 272. Et j'attends d'avoir dépassé ce seuil-là 2 semaines de suite. Donc en fait, je conserve en gros la même idée que le réseau Sentinel. Simplement, en fait, je mets un seuil constant finalement, alors qu'eux, ils avaient leur baseline saisonnière. Et donc, ce que vous voyez, c'est que par rapport à tout à l'heure, en fait, j'ai complètement recentré les épidémies et elles sont un peu plus synchronisées. Les pics se déroulent à peu près, enfin, en tout cas, sont plus synchronisés. Donc, je vais appeler Y1 la première semaine au-dessus de mon seuil, Y2 la deuxième, Y3, etc., jusqu'à la fin de la période épidémique qui a été détectée selon le réseau Sentinelle. Donc, je ne m'arrête pas en fait. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a le seuil 272, mais après, je pars en dessous. C'est-à-dire que je vais vraiment jusqu'au bout de l'épidémie selon la définition, en tout cas la façon de détecter du réseau Sentinelle. Et je vais considérer aussi ce qu'on appelle la taille de l'épidémie, qui est en fait la somme de tous les taux d'incidence. Ça veut dire en fait, l'incidence cumulée, donc en gros, le nombre total de personnes qui a été infectées, même si je prends pas, je considère pas ce qui s'est passé avant mon seuil de 292. Donc, en fait, mon problème 2, ça va revenir en fait, je vais considérer, par exemple, je vais supposer que j'ai observé Y1 et Y2, et je vais me poser la question, est-ce que je suis capable de prédire Y3 et même, est-ce que je suis capable de prédire la taille? C'est-à-dire, j'ai observé le début de mon épidémie. Est-ce que je suis capable de dire au système de santé la probabilité qu'au total, on ait un certain nombre d'infectés, en tout cas que ça explose, c'est donné par cette probabilité. En tout cas, je peux estimer cette probabilité-là.
Alors, la traduction de ces 3 problèmes-là d'un point de vue mathématique. Donc, pour le problème P1, donc je vous rappelle, le problème P1, c'est la prédiction dans le futur, donc pour les prochaines années. Donc, je me donne une petite probabilité alpha, probablement très petite, et je me demande, je cherche en fait le seuil x alpha, tel que, en fait, la semaine 3 ou la taille dépasse ce seuil-là avec une probabilité alpha dans les m prochaines années. Et donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je me dis, par exemple, si je me donne une probabilité, disons 5%, est-ce que je suis capable de trouver le seuil qui sera dépassé avec une probabilité de 5% dans les 10 prochaines années. Donc ça me permet de... voilà, ça fait ça c'est une prévision à long terme qui permet, par exemple, de faire une provision de masque. Je dis ça, c'est un exemple. Le problème P2, c'est je me donne un seuil élevé, donc que j'ai appelé V3 parce que en fait, je travaille sur la 3e composante d'un vecteur, et je cherche à estimer ces 2 probabilités-là. Donc la probabilité que la 3e semaine dépasse un certain seuil, sachant que j'ai observé les deux premières, ou la probabilité que la taille de l'épidémie dépasse un certain seuil, sachant que j'ai observé les deux premières semaines. Évidemment, le seuil V3, il n'a pas la même dimension, c'est pas la même taille en fonction de si je regarde la 3e semaine ou si je regarde la taille. C'est pas le même ordre de grandeur. Et en fait, le problème P3, c'est que je vais avoir, pour ce modèle-là, je vais avoir une vraisemblance. Et du coup, en fait, on va pouvoir se servir de ça pour voir si on est ou non dans les clous classiques d'une épidémie de grippe et donc éventuellement faire un système d'alarme. Et donc, en fait, je peux prendre V3 plus grand. Donc, par exemple, je peux prendre V3 plus grand que le maximum observé. Donc, en gros, je suis en train de me demander ici quelle est la probabilité que la 3e semaine dépasse un seuil que j'ai jamais, vu, sachant que j'ai observé les premières semaines de l'épidémie. Mais donc, en gros, si j'utilise des techniques classiques de statistiques, comme par exemple utiliser simplement la fonction de répartition empirique, en fait, je regarde combien de fois dans le passé j'ai dépassé ce seuil-là, mais en fait, la réponse est jamais. Donc, la probabilité, elle sera estimée par 0 parce que j'ai pris un seuil qui est plus grand que ce que j'ai observé dans le passé. Et donc, si j'utilise ces techniques classiques, en fait, je suis en train de dire que le pire s'est déjà produit et qu'on ne verra jamais rien de pire. Et ici, la probabilité, alors c'est une typo, c'est un alpha, la probabilité peut être vraiment très très petite. Donc c'est de l'estimation de quantile avec un ordre très proche de 1 ou de 0, ça dépend comment. Là, c'est plutôt de 1. Et donc en fait, ça nécessite de faire l'inférence au-delà en tout cas en dehors du support de mon échantillon. Et pour faire ça, en fait, on a besoin de la théorie des valeurs extrêmes. C'est le but premier de la théorie des valeurs extrêmes. Alors, je vais dire 2 mots très rapides sur la théorie des valeurs extrêmes. Donc, je considère une série de données, je me fixe un seuil U potentiellement très élevé, et donc je décide qu'un événement est extrême si mon observation dépasse ce seuil. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je me fixe un seuil, tout ce qui est au-dessus de ce seuil-là est considéré comme un événement extrême. Donc, c'est tous les points rouges. Et je vais définir pour tous les points qui sont au-dessus de ce seuil-là, donc pour tous les points rouges, ce qu'on appelle les excès, qui sont donc la différence entre mes observations et le seuil U. Et ce que dit la théorie des valeurs extrêmes, c'est que donc ce théorème-là, en gros, il dit que ces excès-là, correctement renormalisés, s'ils convergent vers une loi non dégénérée, la loi, elle est forcément de cette forme-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les lois de Pareto généralisées. Elles sont décrites par 2 paramètres, sigma et gamma. Donc sigma, c'est un paramètre d'échelle,
et gamma, un paramètre de forme. Pardon. On n'a plus l'habitude de parler aussi longtemps. Donc, ce paramètre gamma, il traduit en fait l'épaisseur de la queue de distribution. Et par exemple, donc, vous voyez, si gamma égale à 0, en fait, je retrouve simplement une loi exponentielle. En fait, c'est simplement la loi exponentielle. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si mon seuil est suffisamment élevé, je peux considérer, ou en tout cas, je peux approcher la loi des excès, sachant que j'ai bien dépassé le seuil, par une loi qui est la loi de Pareto généralisée. Ce qui est très agréable ici dans le cas univarié, c'est qu'en fait, c'est une famille de lois paramétriques. Et donc, je mets des guillemets parce que c'est pas si simple que ça, mais il me suffit d'estimer les deux paramètres sigma et gamma et ça me permet d'avoir une loi sur mes excès. Alors, comment je mets ça en place sur mes données? Donc ça va me permettre de répondre au problème P1. Donc, sigma, c'est un paramètre d'échelle, donc il est strictement positif. Gamma, c'est un paramètre de forme, donc lui, il est réel. S'il est négatif, on a des lois qui sont à queue finie. S'il est égal à 0, c'est des lois à queue fine. Et gamma strictement positif, on est sur des lois à queue lourde. D'accord ? Donc, par exemple, qui n'ont pas de moment. C'est comme la loi de Cauchy, dont l'espérance est infinie. Comment on estime ces paramètres-là? Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Ça peut par exemple être fait par maximum de vraisemblance. Et du coup, évidemment, ma loi est estimée par la loi où j'ai remplacé les paramètres par leurs estimateurs. Du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'estimer ce f de x là, donc la probabilité que y dépasse un petit x pour x plus grand que u. Donc, je regarde uniquement ce qui se passe au-dessus de mon seuil U. Alors, en fait, je vous donne la formule qui est là, c'est simplement des probabilités conditionnelles. En fait, P chapeau U, c'est la probabilité d'avoir un événement extrême. Donc, c'est la probabilité de dépasser U. Ça veut dire combien de mes observations dépassent U. Et donc, je peux en déduire. Ça, c'est en fait la probabilité que le maximum dépasse le seuil U, enfin petit x. Et donc, ça me permet ensuite d'en déduire en fait le quantile de cette loi-là par une formule qui est donnée ici. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, je suis capable d'obtenir simplement une formule pour le x alpha de M. Et donc, si j'applique ça à mes données, donc là, j'ai appelé ça, dans le titre de mon slide, c'est marqué marginal fitting, parce que finalement, je suis en train de m'occuper des marginales, mais ce n'est pas très important. Donc, ce que je fais, c'est que je vais regarder les données jusqu'à 2018 et je prends l'année 2019, je la mets de côté et je m'en servirai comme un cas test, en fait. Donc, je vais appliquer... Ah oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la méthode qui est ici, là, celle-là, c'est ce qu'on appelle la méthode POT pour Peaks over Threshold. Donc, en fait, je suis en train de regarder les pics au-dessus du seuil. Donc, j'applique cette méthode POT à chaque marginal. Donc, en gros, ça veut dire que je prends toutes les premières semaines de l'épidémie, des épidémies, hein, alors c'est 85 ici, donc de 1985 à 2018, toutes les deuxièmes semaines de 85 à 2018, etc. Et évidemment, j'ai aussi la même chose pour la taille. Donc, j'ai fait la somme de toutes les incidences de 1985 à 2018. Alors ensuite, il faut fixer un seuil pour chacune, en fait, donc pour les Y1, pour les Y2, pour les Y3 et pour S. Potentiellement, ce n'est pas les mêmes. Alors, pour les semaines 1, 2, 3, c'est les mêmes. En fait, j'ai pris le quantile 90% de mes données. Et pour la taille, j'ai pris le quantile 60%. Alors, le choix du seuil, c'est très compliqué. Il n'y a pas de façon simple de faire. En général, on tâtonne un petit peu et on prend ce qui marche bien après. Techniquement, c'est un compromis biais-variance parce que si je prends un seuil trop élevé, je ne vais pas avoir assez de données au-dessus du seuil et donc pour ajuster une loi, ça va être compliqué, donc je vais avoir un problème de variance. Et si je prends un seuil pas assez élevé, en fait, j'ai un biais parce que je ne suis pas dans la queue de distribution alors que les extrêmes en fait ne concernent que la queue de la distribution. Donc,
Si mon seuil n'est pas assez élevé, je ne suis pas dans les extrêmes. Donc, il y a un choix optimal, mais ce n'est pas si simple que ça d'y répondre. Voilà, donc j'ai choisi des seuils. J'ai ajusté donc une loi de Pareto généralisée pour toutes les semaines 1, les semaines 2, les semaines 3. Et en fait, j'ai fait des rapports de vraisemblance pour savoir si les paramètres d'échelle, parce que donc j'avais des paramètres, les paramètres de forme, dans mon estimation ici, j'ai obtenu des gamma chapeaux qui étaient très proches de 0. Donc, je me suis demandé, est-ce que finalement mon gamma est égal à 0 ou non? Parce que évidemment, l'estimation ne me donne jamais 0 pile poil. Donc, j'ai fait des tests de rapport de vraisemblance pour tester le modèle gamma égale 0 contre le modèle gamma différent de 0. Et donc, j'ai obtenu des p-valeurs à ce test-là qui, en fait, ne me donnent pas de raison de penser que gamma n'est pas égal à 0. Donc, j'ai supposé que gamma était égal à 0, ce qui revient en fait à ajuster une loi exponentielle sur mes données. Et donc, bon, je vous donne les estimations, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et j'ai fait évidemment des QQ-plots. Donc, voilà. Donc, ils ont une tête, on va dire, raisonnable. Donc, ça, c'est pour la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 et la taille. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un QQ-plot, s'il te plaît? Oui. Alors, les QQ-plots, j'ai mis... Donc, en fait, QQ-plot, c'est pour quantile plot. Donc, ici, c'est mes observations que j'ai ordonnées, de la plus petite à la plus grande. Et ici, en fait, donc en ordonnée, c'est les quantiles théoriques de la loi exponentielle. Et donc, si j'ai un bon ajustement de la loi exponentielle sur mes données, les points doivent être alignés sur la première bisectrice. Voilà, donc donc là, on est quand même, en tout cas, ça se passe pas trop mal. Bon, il y a 3 petits points là qui marchent pas très bien, mais ça marche pas si mal que ça. Voilà. Et donc après, j'ai un sigma chapeau, un gamma chapeau. Bon, en fait, mon gamma chapeau est égal à 0. Et donc, du coup, je suis capable d'obtenir une formule exacte, en tout cas pour mon x alpha de m. Et donc, on a proposé différents. Donc, on s'est occupé, on a pris alpha égal à 10% ou 1%, et pour l'année prochaine ou pour dans 10 ans. C'est des exemples. Après, on peut faire, on peut prendre n'importe quel alpha et n'importe quel m. Bon, alpha doit être quand même petit. Et voilà. Donc, après, on a des chiffres qui sont pas très simples. En tout cas, par exemple, je vous ai pas donné la taille de l'épidémie la plus grande, mais en tout cas, l'épidémie, on sait que le seuil, il était à peu près à 1800. Vous voyez, donc en fait, l'année prochaine, on a une probabilité. En fait, c'était cette année, ça ne s'est pas produit. On vit autre chose. Mais là, on a dépassé le seuil. En tout cas, cette année, on aurait dépassé le seuil avec une probabilité 1%. Voilà. Alors, on va refaire peut-être une deuxième avant que je passe au problème 2. Une petite pause question, s'il y a besoin. Alors, vous levez la main si vous avez une question, ça sera plus simple. Alors, moi, j'en ai une. Le 10% et le 1%, là, qu'on voit, Ouais. vous pourrez expliquer ce à quoi ça correspond? Donc, par exemple, le 2000 ici, là, le 2094, c'est la probabilité que la 3e semaine de l'épidémie l'année prochaine, parce que là, je regarde, j'ai pris m égale 1, donc c'est dans un an. Donc, c'est la probabilité que la 3e semaine de l'épidémie dépasse ce seuil-là, donc le seuil 2094, l'année prochaine avec une probabilité 1%. Une probabilité 1%, c'est très faible, c'est ça? Oui. Oui, Mais d'accord. c'est ça. Oui, non, c'était pas 99. D'accord. C'est vraiment, il y a peu de chances que ça se produise, mais en même temps, ça, c'est quelque chose on l'a jamais vu. C'est-à-dire que c'est le plus grand pic qu'il y a dans les données. D'accord. C'est au-dessus du plus grand pic. D'accord. Donc, pour revenir ici, ça veut dire que je dépasse ce seuil-là. OK. D'accord. Donc, si on regarde par rapport à ce qu'on voit maintenant, ça serait vraiment... ça serait comme... en fait, ça serait, entre guillemets,
pas tout à fait les mêmes problèmes qu'on rencontre maintenant avec le Covid parce que il y a des réels problèmes sur la réanimation, mais en fait, sur la grippe, il peut vraiment y avoir des complications, notamment avec des pneumonies, et ça peut faire le même problème, en fait. OK. Donc, voilà. Et donc, de la même façon, il y a 10% de chances pour qu'elle dépasse en semaine 3 le seuil de 1192. Ouais, c'est ça. C'est ça? D'accord, Ouais, OK. exactement. OK. Merci. D'autres questions? Non, donc on peut Ok. continuer. Ok, donc, ah oui, alors du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que, donc ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai regardé en thèse, donc avec des épidémiologistes du laboratoire d'épidémiologie à la faculté de médecine. Mais on a regardé ça avec l'autre méthode des extrêmes qui s'appelle les maxima par bloc. Euh, mais surtout, on a aussi regardé l'engorgement des systèmes d'urgence. Et du coup, ça pourrait aussi, en tout cas, ces méthodes d'extrême peuvent aussi servir, pas forcément à prédire uniquement les épidémies, mais en tout cas, en tout cas du point de vue de la santé publique, on peut regarder quand même beaucoup de choses voilà, qui permet quand même de faire un peu de la prédiction, j'ai envie de dire, de catastrophe, ou en tout cas de crise sanitaire. Alors ça, c'était le cas univarié. Pour le problème P2, je vais avoir besoin du cas multivarié. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, c'est le fait aussi que ça soit de manière consécutive. Donc là, en fait, je vais me placer donc, en dimension 3, je vais regarder un vecteur Y1, Y2, je vais fixer des seuils potentiellement différents pour chaque composante de mon vecteur. Donc j'ai un U1, U2, U3. Et je vais dire qu'un événement est extrême si au moins une des composantes a dépassé son seuil. Donc par exemple, si je me place ici, bah, c'est que Y1 a dépassé son seuil, mais Y2 n'a pas dépassé son seuil. Donc toute cette partie en L qui a tourné, hein, c'est les extrêmes. Alors, le problème, c'est que je n'ai plus la même propriété que j'avais dans le cas univarié. Dans le cas univarié, je savais que mes excès convergeaient, quand le seuil était suffisamment élevé, vers une famille paramétrique qu'on appelait la famille des lois de Pareto généralisées. Dans le cas univarié, on a toujours convergence vers une loi enfin, s'il y a convergence vers une loi non dégénérée qu'on appelle les lois de Pareto généralisées multivariées. Mais en fait, il n'y a pas de famille paramétrique pour décrire ces lois limites. Donc, c'est plus compliqué. On est obligé en fait de faire de la sélection de modèles. Alors, on pourrait faire du non paramétrique. Il y en a qui en font un petit peu, mais le problème, c'est que vous voyez, en extrême, on met quand même à la poubelle beaucoup de données. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données pour faire du non paramétrique. Donc, souvent, on fait plutôt de la sélection de modèles. Alors, je vous ai mis la formule pour ceux que ça intéresse. Mon choix de modèle, donc en fait, il y a des représentations des vecteurs Pareto généralisés. Donc, en gros, ça veut dire que je suis capable d'avoir une vraisemblance, ou en tout cas une densité explicite, qui est donnée par la formule qui est ici, peu importe sa formule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, il y a en fait, ici, ça c'est la densité d'un vecteur U, donc qui est de dimension 3. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je peux choisir n'importe quelle loi pour les U. Donc, je peux prendre plein de distributions différentes. Je peux considérer que U1 et U2 sont indépendants ou non. Je peux considérer qu'ils sont identiquement distribués ou non. Il y a en fait autant de choix possibles pour U sont des choix possibles de différents modèles. Bon, en fait, il y a d'autres représentations. Donc, la phrase qui est en dessous, c'est pour dire pourquoi j'ai choisi celle-là. C'est parce que en fait, ça se passe bien quand on travaille avec les différentes dimensions et je vais en avoir besoin pour ma prédiction conditionnelle. Donc, ce que j'ai appelé la prédiction en temps réel. Voilà. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est ça. C'est que si je choisis des U différents, ça me permet d'avoir différents modèles. Et donc, faire de la sélection de modèles ici, ça veut dire choisir une loi pour U. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi 3 lois différentes pour. J'ai supposé que les U1, U2, U3 étaient indépendants, mais pas identiquement distribués. Et j'ai considéré 3 modèles différents et je me suis arrêtée sur un modèle qui s'appelle le modèle de Gumbel. Ça veut dire que
U1, U2 et U3 suivent des lois de Gumbel. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça sur mes données. Alors, j'ai standardisé mes données. Ça veut juste dire que, en fait, j'ai pris les UJ moins, enfin, YI moins UJ et j'ai divisé par le sigma J que j'avais estimé tout à l'heure. Ça, c'est le paramètre d'échelle de l'exponentielle de tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai pu créer mes... Donc là, en fait, j'ai 34 vecteurs de dimension 3 pour chaque année d'épidémie. Donc, le vecteur X 1985, il correspond tout simplement aux excès, donc renormalisés, hein, standardisés pour l'année 1985. Et donc, parmi ces X en gras, ils ne sont pas tous extrêmes. Ceux qui sont extrêmes, c'est ceux pour lesquels il y a au moins un des X1, X2 ou X3 qui sont strictement positifs. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins un des XJ là, qui ont dépassé leur seuil. Et donc, en fait, j'en récupère quand même beaucoup. J'en récupère 32. Bon, ce qui est bien parce que sinon... Donc, j'ai gardé les mêmes UJ que tout à l'heure. Hein, donc, c'est les quantiles 90% des données. Parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de données donc, pour quand même ajuster mon modèle. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai considéré que les UJ étaient indépendants et qu'ils suivaient chacun une loi de Gumbel de paramètres alpha-J et bêta-J, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vous ai mis l'estimation des paramètres pour vous les donner, mais en fait, c'est très compliqué à interpréter. Enfin, il n'y a pas d'interprétation, on ne comprend pas très bien. Donc, les modèles que je vous ai présentés là sur les trucs multivariés, c'est très récent, hein, ça date de 2018. Et donc, il y a quand même pas mal de choses qu'on ne comprend pas encore très bien. Mais voilà, donc en fait, on a des paramètres ici, alpha et bêta, mais en fait, c'est assez compliqué à comprendre. C'est pareil, je vous ai mis les formules pour vous montrer qu'on a des formules, mais je suis capable de donner une formule pour la prédiction de la probabilité que X3 dépasse un seuil, sachant que j'ai observé X1, X2, en supposant que mon vecteur de dimension 3 suivait une loi de Pareto généralisée avec un vecteur U. Voilà. Donc, j'ai des formules, bon, c'est des intégrales, mais j'utilise l'intégration des approximations numériques et je suis capable d'obtenir une formule. À partir du moment où j'ai une estimation de mon FU, là, ça me permet d'obtenir une probabilité conditionnelle. Alors, du coup, j'ai appliqué ça. En fait, je vous ai dit que j'avais gardé l'année 2019 de côté. Donc, alors, ce que j'ai fait, donc ça, c'est, j'ai observé Y1, Y2, d'accord. Donc, là, en 2019, j'étais à 336 et 540. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la prédiction que Y3 dépasse un certain multiple du maximum que j'ai observé pour la 3e semaine. Donc, en fait, le maximum observé sur la 3e semaine de toutes les épidémies confondues, c'était 1729. Et j'ai regardé la moitié de ce seuil-là, 0,75 sur ce seuil-là, 0,95 et 1,2. Donc GP, c'est pour Generalized Pareto. Donc ça, c'est le modèle qu'on a utilisé. Et ça, c'est une régression logistique toute bête. Donc on lui a donné Y1, Y2. Et est-ce que ça a dépassé le seuil ou non? Alors, ce qui se passe, c'est qu'ici, là, vous voyez, j'ai des petits traits. Parce qu'en fait, la logistique n'est pas capable d'estimer au-delà du seuil, en gros 0,75 fois le maximum observé, parce qu'elle n'a pas de données, ou pas assez. Donc, en fait, en fait, le problème ici, c'est que je n'ai pas d'autres méthodes vraiment pour me comparer. Je suis un peu coincée. Mais en tout cas, ce que ça veut dire ici, c'est que, par exemple, la probabilité que... donc, sachant que j'ai observé ces deux valeurs au début de mon épidémie, la probabilité que la semaine prochaine, on dépasse le seuil 1642, c'est très très petit en fait, hein, c'est 0,0023. Et ici, c'est la même chose, mais pour la taille de l'épidémie. Donc, voilà, c'est évident. Alors en fait, l'épidémie de 2019 était assez petite.
Du coup, évidemment, les probabilités sont faibles. Et le problème, c'est que, en fait, on va dire c'est cohérent, mais c'est évidemment pas une validation de la méthode de prédiction. Mais voilà, c'est pour vous montrer en fait comment ça marche sur des données. Donc, en tout cas, j'ai observé le début de l'épidémie et j'essaie de prédire ce qui va se passer sur la fin de l'épidémie. Évidemment, je pourrais aussi m'amuser à prédire la semaine 4, la semaine 5, etc. Ça, c'est tout à fait possible. On ne l'a pas fait dans le papier et je ne le fais pas ici, mais du point de vue théorique, il n'y a aucun problème pour faire ça. Les formules en fait, que j'ai données ici, elles sont généralisables à souhait. On peut faire plein de choses. Après, le problème, c'est d'avoir un truc qui tient la route avec pas beaucoup de données. Mais sinon, ça marche. Et en fait, voilà. Donc, en fait, je vous ai donné les valeurs qu'on a vraiment observées. Vous voyez qu'en fait, c'est vraiment pas élevé. Donc, du coup, évidemment, en tout cas, on va dire que sur cette année-là, ça marche bien. En tout cas, c'est cohérent. Alors, donc, juste un mot sur le problème P3. Peut-être avant de partir au P3, puisque des questions, tu as accepté les questions. Donc, là, tu as mis de côté l'année 2019 en te basant sur toutes les années précédentes. Oui. Tu n'aurais pas pu faire la même chose en mettant chacune des années, refaire 35 fois, je ne sais plus combien tu avais donné, mais 35 fois l'exercice pour voir un petit peu, parce que là, c'est une année très, très faible. Donc, En fait, on l'a fait, je ne l'ai pas mis ici. Mais en fait, je l'ai fait, c'est ce qu'on appelle le leave one out. En fait, j'enlève je fais comme si même 1990, c'était l'année prochaine. Et j'ai fait ça 35 fois. Ça marche pas trop mal. Et j'ai même simulé des données et on a fait ça sur données simulées. En fait, je ne l'ai pas fait parce que j'ai considéré que ce n'était pas forcément le but ici. Mais en fait, c'est ce que j'ai un petit peu dit. On est vraiment, la validation de prédiction d'extrême est un problème ouvert. On ne sait pas vraiment comment faire. Parce que le problème, c'est que, en fait, on a très peu d'occurrences. En gros, là, je fais de la prédiction finalement de 0 ou 1. Est-ce que j'ai dépassé ou non? Et le problème, c'est que j'ai très peu de 1, voire pas dans mes données. Et même sur données simulées, ça pose un problème parce qu'on n'a pas beaucoup de 1. Et du coup, en fait, la validation de la prédiction est très compliquée. Au niveau des scores et tout ça, on ne sait pas trop comment faire. Voilà, c'est un sujet de recherche actif en ce moment et on n'a pas tout à fait de réponse. Mais du point de vue même de la prédiction, de la classification en 0-1, même en machine learning, quand il y a des classes comme ça qui sont déséquilibrées, ils ont des réponses, mais c'est pas simple, quoi. Donc oui, en fait, je l'ai fait, mais c'est juste que je ne l'ai pas montré ici. Merci. Louis, a une question? Oui. Oui, c'était pour demander si vous ne voyez pas des effets sur vos données de commencer à faire des campagnes de vaccination, parce que sur les 35 ans, ça a beaucoup changé, la politique de vaccination contre la grippe. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Si on regarde les données, ici, on voit quand même qu'à partir de, disons, 98, les épidémies, en gros, sont stables. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des pics un petit peu plus élevés que les autres, ou on va dire plutôt de temps en temps, il y en a qui sont plus bas. Je crois que la campagne de vaccination, elle a commencé en 90. C'est compliqué de savoir, j'en ai parlé aux épidémiologistes. En fait, le vaccin, il est quand même efficace entre 20 et 40%. Du coup, il n'est pas très, très, très efficace quand même. Du coup, c'est compliqué de savoir. Et il y a des gens qui se vaccinent, mais pas tant que ça. En général, les Français n'aiment pas la vaccination. Du coup, je sais. En fait, c'est une vraie question. Je ne sais pas. Vraiment. En fait, je n'ai pas la réponse. Et quand j'ai posé la question aux épidémiologistes, ils ne savent pas trop non plus. Et en fait, je pense qu'ils ont essayé de. Ils font des études pour savoir l'impact de la vaccination. Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas trop la réponse. Sur la grippe, je ne sais pas. C'est possible. C'est possible comme juste. Ce qui se passe aussi, c'est que on a quand même des réponses enfin, on a un historique immunitaire sur cette question-là, ce qu'on a, par exemple, pas sur le Covid. Et d'ailleurs, là, un sujet aussi qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de prédire. Parce qu'en fait,
les souches qui circulent, elles touchent pas les mêmes populations en France. Donc, par exemple, sur la grippe H1N1, la H1N1, elle est quand même ici, hein. Donc, vous voyez, enfin, on en a fait tout un truc, mais c'est pas catastrophique en fait. Mais en fait, ce qui s'est passé sur la H1N1, c'est que les personnes âgées avaient déjà rencontré ce virus-là et du coup, ils avaient une réponse immunitaire, alors que en fait, les jeunes ne l'avaient pas rencontré. Et du coup, ça a atteint les jeunes, mais du coup, les jeunes, comme ils sont en général en bonne santé, ça s'est bien passé. Il y a eu, d'ailleurs, on a vu des jeunes en fait très malades, mais ça, en tout cas, c'était pas le même impact. Et en fait, ils aimeraient bien quand même arriver à prédire la souche qui va circuler, parce que du coup, si c'est sur les jeunes que c'est touché, les jeunes, ils n'engorgent pas le système de santé. En fait, en général, ils restent chez eux et ça se passe bien. Si c'est sur les personnes plus fragiles, alors là, oui, il y a un problème au niveau des. Donc, ça peut être les enfants. Voilà. Donc, tout ça, en fait, ça, c'est important. Et en fait, ça, c'est ce qu'on ne voit pas ici sur les données. Et d'ailleurs, je crois que l'année 2018, donc celle-là, elle a eu un taux de mortalité très élevé, mais par exemple, sur la morbidité, on ne le voit pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas en fait là, ici. Et c'est vrai que sur la vaccination, je n'ai pas la réponse. Ok, mais les données d'immunité, on arrive à les trouver pour… Non, on ne les a pas. Enfin, en tout cas, des épidémiologistes le savent, mais je ne sais pas trop comment ils savent ça en fait. Ok, parce que ça serait intéressant qu'on puisse un peu jouer avec les deux pour… Bah, en tout cas, c'est… alors, ils savent, hein, ils savent. Comment ils savent ça, personnellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se posent la question de… voilà, par exemple, avec la souche qui a circulé en Australie l'hiver, enfin, pour notre été, mais leur hiver à eux, est-ce qu'on sait dire en France, avec notre historique immunitaire, avec notre système, en tout cas, comment ça fonctionne, est-ce qu'on est capable de savoir quelle souche va circuler? Mais ça, c'est une question complètement ouverte. On ne sait pas du tout pour l'instant. Ok, merci. Ok, merci. Alors, je vais redescendre. Donc, du coup, voilà. Donc, en tout cas, avec le problème P2, j'ai pu, en tout cas, j'ai une vraisemblance en fait de mon modèle grâce à ma densité. Et du coup, ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est d'essayer de caractériser quelque chose qui serait anormal vis-à-vis du modèle que j'ai ajusté au-dessus. Donc, anormal, c'est dans ce sens-là. C'est pas, enfin voilà, je ne dis pas autre chose que ça. C'est-à-dire que je dis juste, là, j'ai ajusté un modèle sur les 34 dernières années, pas sur les 35 parce que pour le coup, je l'ai ajusté sur les 35. Et je me dis, bah tiens, là, il se passe quelque chose qui n'est pas la même chose. Donc, en gros, ça veut dire qu'on est au début d'une année épidémique, enfin de l'épidémie. J'ai observé les 3 premières semaines. Je calcule, en tout cas, la vraisemblance de ces 3 premières semaines. Et est-ce que je vois quelque chose d'anormal par rapport… donc, ça, en fait, en gros, ça peut être une vraisemblance très grande par rapport à ce que j'ai observé jusqu'à maintenant. Donc, ça veut simplement dire il se passe quelque chose anormal par rapport au modèle que j'ai ajusté au-dessus. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai estimé des cut-offs, en fait, grâce à des données, simulées sur les vraisemblances. Donc, en gros, ça veut dire que j'ai une série de vraisemblances et j'ai calculé mes quantiles sur cette série-là. Donc, j'en ai 1600. Et le problème, c'est que évidemment, la différence entre extrême et anormal, c'est pas simple de décrire la différence. Donc, parce que certaines personnes peuvent décrire les anomalies comme des valeurs extrêmes. Ici, non, on essaye de décrire quelque chose qui est anormal par rapport à un modèle extrême. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une épidémie de grippe extrême qui est en train de se produire, c'est autre chose. Alors, ce que j'ai fait dans le graphe qui est ici, c'est que… donc ça, c'est toutes mes vraisemblances pour chaque année que j'ai calculées. Et en fait, j'ai ajouté des points. Alors ça, c'est la pandémie H1N1, là, qui est ici. Et le carré et le triangle, c'est des points que j'ai fabriqués moi-même. Donc, il y en a un,
j'ai simplement alors, le premier, celui-ci, c'est le quantile. C'est, comment dire? En gros, j'ai pris pour la 3e semaine le quantile 99% des semaines 3. Mais donc ça, en fait, c'est une épidémie extrême. Et du coup, elle est en dessous des seuils classiques, on va dire, enfin des cut-offs. Et le triangle, en fait, j'ai fabriqué une épidémie qui ne ressemble pas du tout à une épidémie, c'est-à-dire la semaine 1 et 3, d'ailleurs c'est 3 ici, c'est pas un 2, j'ai multiplié par 2, et la semaine 2, j'ai multiplié par 0,1. Donc j'ai fait un truc qui descend puis qui monte, enfin bref, c'est complètement arbitraire. Hein, et vous voyez qu'ici, en fait, la vraisemblance, elle dépasse les cut-offs. Ça veut dire en gros que la probabilité qu'elle soit ici, elle est au-dessus de 0,01%. Donc en gros, ça n'arrive jamais. Et donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'anormal. Le anormal peut aussi vouloir dire le modèle ne va pas. Ça peut aussi vouloir dire il faut mettre le modèle à jour. Ça peut être un problème dans le modèle. Mais en tout cas, c'est un système d'alarme qui permet de dire il se passe quelque chose d'anormal. Ça pourrait éventuellement être une pandémie, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, un truc que je n'ai pas dit du tout dans cet exposé, je vous ai parlé d'épidémie extrême. Et je ne vous ai pas parlé de pandémie. Une pandémie, donc ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est un nouveau virus à l'échelle mondiale. Donc, on est en plein dedans. Et donc, une épidémie de grippe extrême, c'est une épidémie saisonnière où juste le nombre d'infectés, en fait, ou le nombre de décès dépasse un certain seuil. Ça peut être une pandémie, mais vous voyez, par exemple, que en fait, la pandémie H1N1, en tout cas au nombre de personnes infectées, elle se comporte très bien et c'est pas anormal en tout cas, du point de vue de ce modèle-là. Alors, donc juste, bon, je vous en ai déjà un petit peu parlé en fait, mais juste pour du coup faire le lien un petit peu avec le Covid-19. Donc évidemment, ce que j'ai fait là, c'est pas applicable sur les nouveaux virus. Parce que en fait, simplement, j'ai pas d'historique, j'ai pas de données, j'ai pas de recul, j'ai pas d'informations. Donc, je ne peux pas appliquer ça de toute façon à une pandémie, en fait. Et de toute façon, c'est ce que je viens de vous dire, les pandémies ont un comportement différent par rapport aux épidémies saisonnières. Donc, c'est compliqué, en fait, de comparer les deux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la théorie des valeurs extrêmes, en fait, ça permet de faire de l'inférence au-delà du support de l'échantillon. Et du coup, ça peut avoir des applications dans le domaine de la santé publique, comme par exemple la prédiction de besoins max ou la prédiction de l'engorgement des hôpitaux, etc. En fait, bon, là, le problème, en fait, c'est que sur l'épidémie de grippe, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'épidémie extrême. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, même si en fait les systèmes hospitaliers sont complètement débordés en période épidémique en général. C'est parce que le système français souffre de toute façon, mais par rapport aux données, en fait, on voit bien que ça n'explose pas. Mais ça, voilà, on pourrait quand même imaginer d'avoir en fait une prédiction en besoin de masques ou au niveau des services hospitaliers, etc. Quelque chose éventuellement qu'on pourrait imaginer, c'est si on avait eu les données chinoises au début, de les mettre dans le modèle et dire il se passe quelque chose d'anormal. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça parce que on le voit déjà, c'est un nouveau virus, donc on est au courant qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et en fait, les pandémies, on n'a pas besoin d'un modèle comme ça pour le savoir. Parce qu'en fait, bon, ça peut valoir le coup de le tourner, mais évidemment, on n'aurait pas eu du tout la même chose. Et puis en plus, en fait, on n'a pas vraiment les incidences parce que au niveau du nombre de cas, en fait, on a le nombre d'hospitalisations. On pourrait travailler sur le nombre d'hospitalisations, mais on n'a pas l'incidence en fait sur le Covid pour l'instant. Donc voilà, je crois que j'ai fini mon exposé. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Il y a eu déjà pas mal de questions, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, s'il vous plaît, vous levez la main. Alors, je vais peut-être commencer. Donc, il y a une question de Stéphane. Ouais, vas-y, après, il y a une question. oui, pardon, il y en a une. Excuse-moi. Oui. Donc, est-ce que la théorie des extrêmes peut dire des choses sur les modèles SEIR, sur le temps d'incubation? Alors, c'est une très bonne question que je me suis posée et je n'ai pas la réponse. J'aimerais bien… la théorie des valeurs extrêmes, je ne pense pas comme ça, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien intégrer…
en tout cas dans ces modèles-là, essayer de mettre des lois à queue lourde et de voir comment ça peut se produire. Ça, c'est un truc. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur ça pour essayer de faire de la prédiction en temps réel, je me suis posé la question. Je me suis posé la question d'essayer de regarder des modèles, même SIR déjà, c'est-à-dire sans mettre les exposés, en regardant susceptibles, infectés et retirés. Et j'ai pas la réponse pour l'instant. Mais voilà. C'est une très bonne question. Je me la pose aussi. Très bien. Mathieu Merle. Oui, salut Maud. Salut. J'espère que vous m'entendez tous. Oui, très bien. Ouais, c'était pour rebondir finalement sur les deux questions de Stéphane. Je trouve ça assez intéressant en fait de se demander comment on peut comparer des données dans différents pays. Moi, le truc qui me frappe sur les données des grippes au cours des années, c'est qu'on constate une sacrée variabilité dans la tête des courbes finalement. Et on peut se demander si c'est quelque chose qui est plutôt dû au virus, auquel cas on retrouverait le même genre de choses entre les différents pays, ou si c'est quelque chose qui est vraiment dû à la façon dont l'épidémie se propage dans une région donnée. Auquel cas, ça remet pas mal plus en cause les modèles de type SEIR. Ouais, en fait, alors, sur ça, j'ai une réponse parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec les souches qui circulent, parce qu'en fait, on voudrait travailler sur ça avec les épidémiologistes. En fait, le truc, c'est qu'ils ne savent pas si, en effet, par exemple, la souche qui circule déjà, rien que sur cette question-là, en fait, c'est à peu près la même chose que comment ça va se propager. Ils ne savent pas si c'est dû à ce qui s'est passé dans les pays, par exemple, dans l'hiver des pays de l'hémisphère sud, qui fait que, par exemple, si c'est la souche A qui a circulé en Australie et qui arrive chez nous, et du coup, nous, on a aussi la souche A, ou est-ce que notre historique immunitaire et notre façon, parce qu'en fait, même au début, on avait travaillé aussi sur les données américaines, mais en fait, c'est incomparable. La grippe en France et la grippe aux États-Unis, les pays sont tellement différents et on se comporte tellement différemment que eux, ils bougent beaucoup en avion. Donc, ils passent d'une côte à l'autre. Donc, évidemment, au centre, il n'y a rien. Et nous, dès que Paris est touché, en fait, ça devient tout rouge. Et le problème, c'est que, alors sur le Covid, on n'arrive à pas avoir ça parce qu'on est confiné. Mais le problème, c'est que du coup, d'ailleurs, c'est pareil. En fait, les données, je les ai par région et je pourrais multiplier mon nombre de données en prenant région par région. Mais en fait, il faudrait que j'intègre des paramètres spatiaux et je n'ai pas assez de données pour faire ça. Parce que, en fait, la Creuse et Paris, c'est pas la même chose, quoi. Malheureusement, je suis désolée pour les gens qui sont dans la Creuse. Et donc, en fait, le problème, c'est ça, c'est que est-ce qu'on arrive à comparer les différents pays entre eux? Est-ce qu'on arrive à savoir, en effet, en fait, c'est pareil, pourquoi on n'a pas réussi à contenir ce qui s'est passé en Chine alors que tout le monde a vu ce qui s'est passé? Et je ne sais pas. En fait, et je pense que les épidémiologistes sont partiellement la réponse à ça. Et oui, je suis d'accord, Stéphane, j'ai aussi vu ça. Sur le fait que le temps d'incubation pouvait être modélisé par une loi gamma. Et si on met une loi de Pareto, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je ne sais pas. Mais on s'est un peu posé la question avec les épidémiologistes et on pourrait travailler dessus. Le problème en épidémiologie, on n'a pas beaucoup de données. Donc quand on fait des extrêmes, il y en a encore moins. Donc ça devient difficile. Merci. Benoît? Oui, moi j'ai juste une petite observation. Merci pour l'exposé. À propos de ce graphe sur l'émergence de la grippe saisonnière depuis 1900, je ne sais pas combien, 40 ans. Si on fait un système SIR sur 40 ans et que l'on inclut le fait qu'il y a un forçage périodique puisque la grippe s'arrête en été, on trouve que le système est chaotique. Et quand on fait une simulation du système SIR avec des coefficients périodiques, on trouve exactement ce genre de choses, c'est-à-dire des années où il y en a plus, des années où il y en a moins. Et en particulier, on trouve aussi des années où il y a deux pics qui apparaissent. Oui. En fait, il y a un étudiant, il a soutenu d'ailleurs, mais qui s'appelle Félix Chesson à l'Agro, qui avait fait aussi, donc je ne sais plus exactement ce qu'il avait utilisé, mais il faisait de la simulation d'épidémies. Vraiment, ça permettait de simuler des épidémies. Et j'avais voulu utiliser ces données pour avoir plus de données, en fait. Et le problème, en fait, c'est que je pense que dans les paramètres qu'il avait mis pour la simulation,
En fait, il n'y avait pas la possibilité d'avoir des épidémies extrêmes. Et du coup, en fait, ça ressemblait plutôt à la partie de droite du graphique, plutôt qu'avec parfois des pics qui dépassent. Oui, je suis d'accord. C'est effectivement, on ne trouve pas de gros pics. On trouve, par contre, les deux petits pics rapprochés, on les trouve, mais pas des gros pics. Ouais, mais du coup, j'étais un peu, en fait, j'étais un peu coincée pour la prédiction extrême. Après, il n'y a pas beaucoup d'extrêmes, on est quand même d'accord. Oui, en fait, j'aimerais bien. Voilà, c'est sûr qu'avec des simulations, on pourrait. Mais le problème, c'est comment on sait, parce qu'en fait, on n'a même pas assez de recul pour savoir, même dans des modèles de simulation, quand est-ce qu'on dit de manière aléatoire, mais avec une certaine loi, de dire à un moment donné, il y a quand même un truc qui explose un peu. Mais en fait, on n'a pas assez d'historique parce que même là, sur ce graphique-là, c'est ce que je disais, on n'arrive pas à savoir si on va retrouver des pics comme ça à un moment donné ou non. Non, mais là, le système est totalement déterministe, hein, et il Oui, est oui, oui. Ah chaotique, bah ça, ça veut dire c'est. qu'il est Oui. imprévisible. Hein. Ça veut dire n'importe quelle petite erreur de calcul va avoir une influence dans 3-4 ans qui est terrible. Ouais. Donc, Bah oui. le système déterministe, en fait, qualitativement donne ça, mais ne permettra pas de dire ce qui se passera en 2021 ou 2022. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Parce que, ouais. Oui. OK. Alors, donc, moi, une petite remarque, c'est que ces travaux-là, tu l'as fait avec quelqu'un qui est en Suède. Ouais. Et donc, c'est sur des données françaises. Et donc, les données françaises, ça fait peu de données, mais avec celles de la Suède, ça pourrait faire 2 fois plus. Au niveau européen, ça pourrait faire beaucoup plus. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité de récupérer les données pour avoir une vision avec beaucoup plus d'échantillons? Alors, la Suède, on voulait les avoir et puis il les a jamais eus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est. Alors, en fait, en France, on a un système public où je récupère les données. Après, moi, je suis en contact avec eux, mais en tout cas, c'est complètement public. Du coup, la question se pose. Enfin, c'est très facile de récupérer des données. Sur les autres pays, je connais pas trop comment les récupérer. Mais on est bien d'accord, ça aiderait. Ah bah oui, c'est sûr. Après, encore une fois, chaque pays a son propre comportement et donc c'est compliqué. Parce que en Suède, ils sont autant que nous, on est à Paris avec la petite couronne quasiment. Donc, du coup, ça rend, en fait, sur des comportements épidémiques comme ça rentre vraiment en compte. Et du coup, ça veut dire que là, il faudrait pouvoir mettre des modèles SIR ou SEIR pour pouvoir prendre en compte la propagation de l'épidémie. Et du coup, en tout cas, pour l'instant, je ne me suis pas encore tout à fait posé la question. Mais mais en fait, du coup, ça fait un peu le même problème qu'au niveau région en France. C'est-à-dire, en France, en fait, les données, on les a région par région. Mais en fait, ça pourrait, mais du coup, il faut mettre du spatial. Et c'est possible, en extrême, ça existe. Mais du coup, ça complique encore le modèle avec peu de données. Mais en soi, c'est tout à fait possible. Et en fait, c'est pareil, on voudrait mettre des covariables, c'est-à-dire intégrer des variables explicatives comme le climat, par exemple. Parce que c'est sûr que l'épidémie, les années où il ne fait pas très froid, les épidémies de grippe, en fait, elles démarrent tard, ça se passe, c'est pas catastrophique parce que ça se passe quand même vraiment quand il fait froid. Mais sur un modèle comme ça, en fait, on ne sait pas encore vraiment intégrer des modèles, en tout cas des variables explicatives, etc. Mais c'est sûr que ça aiderait parce que ça permettrait d'avoir un peu d'informations aussi, un peu plus. Oui, d'accord. Ça, c'était aussi une question. Tu en as un tout petit peu parlé, mais je crois que tu n'en fais pas. Des modèles d'intelligence artificielle ou de neural network utiliseraient éventuellement toutes les données disponibles, en particulier le climat, mais éventuellement d'autres choses, pour essayer de résoudre ton problème P2, par exemple. Oui, ça tout à fait. Le problème, c'est que, alors, personnellement, je suis sceptique sur les réseaux de neurones en extrême pour l'instant, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de données. Le problème, c'est que les réseaux de neurones, en gros, on leur donne beaucoup de choses. Et nous, en fait, là, en extrême, on n'a pas grand-chose à donner, en plus en épidémie, en épidémiologie. Mais oui, c'est sûr. Après, voilà, en tout cas, donc sur le fait d'essayer de prédire, par exemple, la souche qui va circuler en France au vu de ce qui s'est passé les années d'avant ou l'hiver d'avant, là, en fait, on va essayer de mettre évidemment
tout ce qui est climat, tout ce qui est socio-économique, ce qui est les dynamiques, la démographie. C'est sûr que plus on peut mettre d'informations et plus ça permet de caractériser les choses. Mais il y a un vrai problème de manque de données pour moi. En fait, on n'arrive pas à savoir ce qui est du bruit de ce qui n'est pas du bruit. Oui, oui, oui. Une autre question, c'est vis-à-vis, enfin, qui revient à ma première question, là. Donc, là où on voit deux pics, il n'y a vraiment pas moyen de savoir quelle est la souche qui a été en question. On ne pourrait pas dire que le premier pic… Si, on peut, mais on peut. Sur le site de Sentinelle, donc c'est SentiWeb, pour chaque année, il y a la souche qui a circulé. Et j'ai pas du tout, enfin, je me suis pas posé la question en fait, donc j'ai pas du tout été regarder si par exemple sur l'année 98, il y a eu 2 souches. Est-ce que l'année où il y a un seul pic, c'est qu'il y a eu une seule souche? Je n'ai pas fait la corrélation entre les deux et du coup, je n'ai pas de réponse en fait. Okay. Mais sur leur site, eux en fait, Sentinelle, ils savent la souche qui circule. D'accord, parce que le vaccin est fait pour 1 ou 2 souches et donc si le vaccin est fait pour une souche effectivement qui explose cette année-là, le pic va être petit. Si on s'est trompé de souche, forcément il va y avoir une explosion plus importante. Ouais, le vaccin, je pense qu'il intègre toutes les souches, mais avec une dominance. C'est pour ça que parfois il ne marche pas très bien. J'avais compris que c'était… Enfin, j'y connais rien, mais j'avais compris que c'était sur 1 ou voire 2 souches, mais pas sur toutes les souches. Non, mais oui, non, mais ils savent faire pour toutes les souches, mais chaque année, ils ne mettent pas toutes les souches en même temps. Oui, c'est ça. Ouais. OK. D'autres questions? Vous levez la main. Il n'y a pas de questions non plus sur la partie discussion. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la pause café. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, c'était super. Et donc, on a un exposé, j'ai oublié, c'est dans 2 jours, voilà, qui ne sera pas à la même heure que d'habitude. Ce sera à 10h30 à cause du décalage horaire, notre conférencier étant en Angleterre. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Merci.